don't care what people's political parties are. We don't care. What we all unite on is truth and justice. Free Gary Reed! Free Gary Reed! Ces scènes de manifestation devant le tribunal de Dedham dans la banlieue de Boston, Massachusetts, étaient quotidiennes entre les mois d'avril et juin 2024. D'un côté, il y a les partisans de Karen Reed, une femme accusée d'avoir assassiné son compagnon, John O'Keefe, un officier de police. Ils sont persuadés qu'il s'agit d'un coup monté, orchestré par ceux-là même qui sont censés protéger la justice, dénonçant l'emprise de la police et son pouvoir parfois démesuré. Ils sont là parce qu'ils ont répondu à l'appel d'un blogueur et streamer local. Et de l'autre côté, un groupe tout aussi déterminé, ceux qui pensent Karen coupable, qui soutiennent les forces de l'ordre, fermement convaincus de la culpabilité de celle qui se tient aujourd'hui dans le box des accusés. Ce qui aurait pu être une simple affaire criminelle parmi tant d'autres est devenu un véritable champ de bataille pour des idéaux et des convictions, un combat où chaque camp se bat pour sa vérité, divisant peu à peu la ville de Dedham, puis le Massachusetts et jusqu'au pays tout entier. Vous allez voir que c'est à la fois une histoire tristement banale et en même temps un récit digne d'un roman d'Agatha Christie. Un mystère si complexe que même Netflix est en train de produire un documentaire sur le sujet pour tenter de démêler le vrai du faux. Il n'y a qu'une seule chose qui est sûre et certaine dans cette histoire, l'officier John O'Keefe a été assassiné pendant la nuit du 28 au 29 janvier 2022. Mais la question qui hante tout le monde, c'est « par qui ?» Les preuves sont nombreuses, il y a des dizaines de témoins indirects, chaque mot, chaque regard a été épié et analysé. Mais dans ce dossier, chaque détail semble jeter un nouveau doute et chaque témoin pourrait bien lui-même cacher un terrible secret. C'est dans les méandres de ce procès d'ores et déjà emblématique et qui va marquer à jamais la justice américaine que je vous propose de plonger avec moi aujourd'hui et dans les prochaines semaines. Alors entrons ensemble dans ce labyrinthe judiciaire et laissez-moi vous guider dans cette première étape. Car pour comprendre l'ampleur de ce procès, il nous faut revenir au tout début. Qui sont Karen Reed et John O'Keefe ? Comment leur histoire a-t-elle pris ce tournant tragique ? Karen a-t-elle vraiment assassiné John cette nuit froide de janvier 2022 ? Et si oui, quel serait son mobile ? Et si c'est pas elle, qui pouvait en vouloir à cet officier de police exemplaire ? Soyez attentifs parce que ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce n'est que le début d'une très longue série de révélations. Alors installez-vous bien confortablement et quand vous êtes prêts, c'est parti, on y va. Générique. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? John O'Keefe III, surnommé JJ ou encore Johnny par ses proches, voit le jour le 8 décembre 1975 dans le Massachusetts près de Boston. Il grandit dans une famille aimante et unie, au milieu de sa grande sœur qui s'appelle Kristen et de son petit frère qui s'appelle Paul. Le grand-père de John, qu'il admirait énormément, était policier, et John, ça a toujours été son rêve de rejoindre les forces de l'ordre comme son grand-père, et donc, après le lycée, il va étudier à l'université où il obtient un master en justice criminelle, et puis, à la suite de ce diplôme, eh bien, il va effectivement rejoindre la police et devenir à son tour un officier. Je vous l'ai dit, c'était son rêve depuis petit, donc ça ne surprendra personne d'apprendre que John O'Keefe était passionné par son travail, il adorait ce qu'il faisait, ça avait beaucoup de sens pour lui. Et en dehors de ça, c'est quelqu'un qui mène une existence tout ce qu'il y a de plus normal. Il est passionné de sport, de musique, et il adore sortir, il a énormément d'amis, c'est quelqu'un qui est décrit comme extrêmement sociable, et il adore faire la fête avec ses potes. Dans son entourage, John O'Keefe, il est connu pour son sens de l'humour, mais aussi pour sa capacité à créer du lien avec les autres, et il aime aussi rassembler les gens, je vous l'ai dit, il aime bien faire la fête, donc il organise régulièrement des soirées, il présente les gens entre eux, voilà, c'est quelque chose qui fait partie de son tempérament et qu'il aime énormément. Tout se passe super bien dans la vie de John et de sa famille, jusqu'en 2013, où il va y avoir un premier malheur qui va toucher cette famille, et qui va marquer, vous allez le voir, le début d'une succession d'épreuves. Qu'est-ce qui se passe en 2013 ? Eh bien Kristen, la grande sœur de John avec qui il a très peu de différence d'âge, et donc ils s'entendent extrêmement bien, ils sont super proches, elle est diagnostiquée avec une tumeur au cerveau assez agressive.
Kristen, à ce moment-là, elle est mariée, elle a 2 enfants en bas âge, et John, qui lui est célibataire, va être extrêmement présent pour sa sœur. Donc en dehors de son job de policier, il va partager son temps entre s'occuper de son neveu et de sa nièce, aller avec sa sœur à l'hôpital, il va être extrêmement présent pour elle, l'accompagner à chaque traitement. Il vit vraiment cette épreuve en étant très présent auprès de sa sœur, mais aussi auprès de la famille de sa sœur. Malheureusement, je vous l'ai dit, le cancer de Kristen est extrêmement agressif, et en quelques mois seulement, son état va dramatiquement se dégrader, jusqu'à ce que malheureusement, elle décède des suites de la maladie. Et 8 jours seulement après ce décès prématuré et hyper choquant pour John, il apprend qu'un de ses collègues policiers, dont il était relativement proche, c'était devenu un ami, a mis fin à ses jours, donc il va perdre sa sœur et un de ses amis proches en l'espace d'1 semaine. Alors évidemment, c'est un double choc qui est absolument terrible pour John O'Keefe, mais sur le moment, c'est pas à lui qu'il pense. Lui, il pense surtout à son beau-frère, Steve, donc le mari de sa sœur Kristen, parce que Steve, il a le cœur brisé, il vient de perdre la femme de sa vie, et il doit, en plus de surmonter ce deuil, s'occuper de 2 enfants en bas âge. Et John, lui, il se dit que Steve ne peut pas affronter ça tout seul, c'est trop en fait pour une seule personne, donc il va proposer à son beau-frère de venir s'installer chez lui, en lui disant « Je vais m'installer chez toi momentanément, je vais prendre le relais, je vais gérer toutes les merdes administratives, je vais m'occuper des enfants, pour que toi tu aies ce temps de te remettre et d'attendre d'être en capacité de t'occuper à nouveau de tes enfants pour le faire. » Ça aurait pu s'arrêter là et être une belle histoire où John et Steve élèvent ces 2 enfants ensemble, mais la vie n'a pas fini de tourmenter la famille O'Keefe. 2 mois seulement après le décès de Kristen, c'est Steve qui décède, emporté par une crise cardiaque. Donc en l'espace de 2 mois, la nièce et le neveu de John viennent de perdre leurs 2 parents. Sa nièce à ce moment-là, elle a 6 ans et son neveu 3 ans. John, qui était déjà très présent même avant la maladie de sa sœur pour sa nièce et son neveu, naturellement il va demander à devenir leur tuteur légal et il va obtenir ce droit, donc il va recueillir ses enfants et les élever en tant que parent célibataire. Il va jamais chercher à prendre la place d'un père, il va très clairement parler aux enfants de leurs parents et il va rester oncle John ou JJ, mais il ne va pas du tout prendre une place qui n'est pas la sienne. À ce moment-là, John O'Keefe a 38 ans, il devient du jour au lendemain papa célibataire de 2 enfants en bas âge, lui qui adorait sa vie de célibataire, qui se partageait entre son travail passion et les fêtes entre les potes, c'est un énorme changement de vie pour lui, mais c'est un rôle qu'il va remplir avec brio, il est très investi, il est très aimant, il est dans l'amour, la bienveillance, et il va même déménager parce que le quartier où il vit, c'est un quartier qu'il estime pas être adapté pour des enfants, et puis il veut pas non plus les déraciner, donc il va changer de ville, il déménage dans une petite ville qui s'appelle Canton, là où vivent sa nièce et son neveu, de façon à ne pas en plus de tout perturber leurs habitudes du quotidien. Les années passent et cette famille recomposée et atypique trouve son équilibre, et les enfants grandissent. Tout ça nous amène en mars 2020, à un moment où, peut-être que vous vous en souvenez, les pays du monde entier commencent à annoncer les uns après les autres la mise en place d'un confinement général, et à ce moment-là, John O'Keefe, il décide d'envoyer un message sur Facebook à une certaine Karen Reed. Karen, elle aussi, elle est originaire du Massachusetts, elle a 5 ans de moins que John, et elle a étudié la finance à l'université. Après son diplôme, elle poursuit une carrière brillante en tant qu'analyste financière et elle est tellement douée dans son domaine qu'elle devient, en plus de son travail, professeure à l'université de Bentley, qui est une université qui est très réputée dans le nord des États-Unis. Et après avoir bougé un petit peu, puisqu'elle a étudié dans d'autres États, elle est revenue dans le coin où elle a grandi, où elle est née, et elle s'est installée à Mansfield, qui est une petite ville qui se situe à peu près 15 km de Canton, là où vit John O'Keefe et aussi son neveu et sa nièce. Et si John contacte Karen à ce moment-là, c'est pour prendre des nouvelles parce qu'ils se connaissent, ou plus exactement, ils se sont connus par le passé. Leurs routes se sont croisées une première fois en 2004, ils se sont rencontrés à une soirée chez des amis communs à l'époque. John avait alors 29 ans, Karen en avait 24. Ils se sont plu, il y a une alchimie entre eux et ils ont démarré une relation. Alors c'est pas très clair quelle était leur relation. Karen a dit depuis qu'ils s'étaient fréquentés pendant environ 6 mois mais que c'était pas très sérieux. Il y a eu d'autres témoignages où j'ai cru comprendre que c'était plus en mode plan cul. Bon, en tout cas, toujours est-il qu'ils se sont fréquentés, ils ont eu une petite aventure ensemble quand ils étaient dans la vingtaine. Depuis, pas de nouvelles, ça fait donc 16 ans que ça s'est passé, 16 ans qu'ils n'ont pas de lien entre eux. Mais en ce début de confinement, John visiblement repense à Karen
et il a envie de savoir un petit peu ce qu'elle devient. C'est donc dans ce but-là qu'il lui écrit initialement « Coucou, comment ça va? Qu'est-ce que tu deviens ?» Karen va lui répondre, et puis ils vont commencer à échanger tous les deux, et quand le confinement se termine, eh bien ils vont prendre le temps de se revoir, et ils vont redémarrer une relation, mais cette fois-ci, c'est plus sérieux, ils sont tous les deux dans la quarantaine, voilà, ils envisagent les choses un petit peu différemment qu'il y a 16 ans. Ils vont jamais s'installer ensemble, chacun tient à garder sa liberté, mais Karen dort en moyenne 3 fois par semaine chez John, elle va l'aider aussi avec les enfants, et tout simplement en fait comme elle a pas d'enfants, c'est beaucoup plus pratique et facile que ce soit elle qui aille dormir chez lui. Voilà, ils trouvent un équilibre comme ça, et Karen fait sa place dans cette famille, elle prend une place aussi auprès de ses enfants. C'est un équilibre qui convient à tout le monde et qui va durer comme ça pendant 2 ans à peu près, jusqu'à cette nuit tragique de janvier 2022. Le vendredi 28 janvier 2022, c'est un jour particulièrement froid à Canton. Alors vous allez me dire, rien d'anormal, on est en plein hiver à côté de Boston, certes, mais il fait particulièrement froid en réalité pour la saison. Et puis, il y a une tempête de neige qui est annoncée pour le lendemain, le 29 janvier. Une tempête qui est annoncée comme étant particulièrement violente, inédite, à tel point d'ailleurs que les autorités ont commencé à prévenir la population. Elles leur demandent de rester chez eux pendant tout le week-end puisque d'importantes chutes de neige sont attendues, des vents circulant jusqu'à 120 km/h sont attendus et il pourrait y avoir des coupures d'électricité. Il va y avoir aussi très certainement dans le week-end des restrictions de circulation. Donc le message est très clair, le 29 et le 30 janvier, il va falloir que chacun reste chez soi. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans les environs qui se disent « Bon ben si on peut pas sortir pendant 2 jours, profitons du vendredi 28 janvier pour voir nos potes, pour sortir avant le week-end ». Et parmi ces gens-là, il y a John O'Keefe. John, à ce moment-là, sa nièce, elle a 15 ans, donc elle est adolescente, elle peut quand même rester un petit peu toute seule. De toute façon, elle a une copine qui doit venir aussi passer la soirée avec elle, et les parents de sa pote doivent passer à l'appartement pour vérifier que tout va bien. Son neveu, qui a 13 ans, doit passer la nuit chez un de ses amis, donc il profite de cette dernière soirée pour sortir et voir ses potes avant de passer un week-end enfermé chez lui, comme tout le monde dans ce comté à ce moment-là. John se rend donc ce soir-là au C.F. McCarthy's Bar, un pub de Canton. Il y arrive à 19h37 avec un de ses amis, c'est son ami qui l'y a conduit. John n'a pas pris sa voiture mais c'est pas un souci puisque il est prévu que Karen les rejoigne dans la soirée. Elle va arriver avec sa voiture. C'est prévu entre eux que John reparte avec Karen, elle lui servira de chauffeur et c'est pour ça qu'il n'a pas pris sa voiture. Et effectivement, Karen arrive au bar vers 20h51. On voit sur les caméras de surveillance qu'à 22h40, Karen et John quittent le bar et on les voit rentrer à peu près 15 minutes plus tard dans un autre bar qui se trouve pas très loin et qui s'appelle le Waterfall Bar and Grill. Et ils ont une bonne raison de se rendre dans cet autre bar puisqu'ils y rejoignent un groupe d'amis. Enfin d'amis. Ce sont surtout des gens que John connaît. Karen, elle connaît pas grand monde ce soir-là. Ils sont assez nombreux à être présents dans ce bar, ils sont tout un groupe, ils sont une bonne dizaine. Et entre autres, il y a un homme qui s'appelle Brian Albert, qui est un ami et un collègue policier de John O'Keefe. Karen, elle, de son côté, je vous l'ai dit, elle connaît pas grand monde. Et Brian Albert, en l'occurrence, c'est quelqu'un qu'elle ne voit ce soir-là que pour la seconde fois de sa vie. Brian Albert, il est important parce que c'est lui qui a un peu organisé cette rencontre dans le bar, et il est là avec pas mal de gens de sa famille. Déjà, il y a sa femme qui est présente, elle s'appelle Nicole Albert, et puis il y a leur fille Caitlin. Chris Albert est aussi présent, c'est un des frères de Brian, et lui il est là aussi avec son épouse qui s'appelle Julie. Et puis il y a aussi la sœur de Nicole Albert qui est présente, elle s'appelle Jennifer McCabe, et elle est là avec son mari qui s'appelle Matt. Et si la famille Albert, elle se retrouve en partie au Waterfall Bar and Grill, c'est parce que Brian et Nicole ont laissé leur maison à leur fils qui s'appelle Brian Jr., car pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de Brian dans cette histoire, accrochez-vous. Qui fête ce soir-là ses 23 ans chez ses parents avec ses potes. Il y a aussi son cousin Colin. Colin, c'est le fils de Chris et Julie, qui est également invité à cette soirée. Donc lui, il est en train de faire la fête avec son cousin. Et tout ce petit monde est donc dans la belle maison de Brian et Nicole Albert. Et puis parmi tous les membres du groupe qui sont présents au bar, il y a un ami de Brian Albert qui s'appelle Brian Higgins. Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de Brian dans cette histoire, on va essayer de pas s'y perdre. Et lui, il est aussi important et pour le coup, ça, c'est quelqu'un que Karen connaît. C'est une des rares personnes présentes qu'elle a déjà vues et qu'elle peut fréquenter en dehors de ce groupe d'amis, qui est principalement celui de son petit copain.
Le groupe d'amis passe une super soirée dans ce bar, ils mangent, ils boivent, il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui repartent, il y a tout le temps du monde, ça se passe bien, c'est super, bonne ambiance. Karen et John, eux, sont super chill, les autres diront plus tard qu'ils ont l'air très amoureux, on voit sur certaines images des caméras du bar qu'ils rigolent ensemble, qu'ils se font des câlins, on les voit s'embrasser, ils ont l'air hyper amoureux et de passer un super bon moment ensemble. La soirée se poursuit jusqu'au moment où le bar ferme ses portes. Il est à peu près minuit à ce moment-là, et comme tout le monde passe une super soirée et que de toute façon, chez Brian et Nicole Albert, il y a leur fils qui fête leur anniversaire et ça va probablement pas se terminer à minuit, les Albert vont proposer à tous ceux qui le souhaitent, dont John et Karen du coup, de poursuivre la soirée chez eux en mode after party. Donc vous savez, c'est le genre de soirée où il y a quelqu'un qui se lève et qui invite un peu tout le monde à la volée chez lui. C'est exactement ça que fait Brian Albert. Voilà, viens qui veut, qui m'aime me suivre. À minuit 10, on voit sur les caméras de surveillance John et Karen en train de sortir du bar, et John a encore un verre à cocktail à la main, et il continue à boire. Et ça, c'est un élément qui va être très important dans cette histoire, parce que oui, Karen et John, ils viennent de s'enfiler 2 bars, ils ont passé la soirée à boire de l'alcool, et donc à ce moment-là, ils sont l'un et l'autre probablement fortement alcoolisés. Et même si c'est complètement inconscient au vu de leur état, ils décident tous les deux de monter en voiture, c'est Karen qui prend le volant, c'est sa voiture, je vous l'ai dit, c'était prévu comme ça, et ils se dirigent vers la maison des Albert pour cette fameuse after party. Ni John ni Karen n'ont l'adresse de la maison où ils sont censés se rendre, chez les Albert, et c'est Jennifer McCabe qui va envoyer l'adresse par texto à John. John et Jennifer se connaissent, même en dehors de la relation entre John et Brian Albert. C'est une petite ville, Canton, donc voilà, tout le monde se connaît quand même plus ou moins. Donc c'est elle qui lui envoie l'adresse, et puis elle rajoute ensuite des indications en lui disant à peu près comment se garer quand ils vont arriver devant la maison. Il y a plusieurs témoins qui vont voir le SUV, ou en tout cas un SUV ressemblant très fortement à celui de Karen, s'arrêter devant la maison des Albert, donc c'est bien qu'ils arrivent, mais personne ne verra ni Karen ni John sortir de ce véhicule. Jennifer McCabe qui passe, elle, dans la maison, elle regarde par la fenêtre, elle voit que la voiture est là, qu'il y a le contact, il y a les phares, mais elle comprend pas ce qu'ils font et pourquoi personne sort de cette voiture, donc elle envoie un message par SMS à John à minuit 31 en lui disant simplement « Hello ». Genre, coucou, qu'est-ce qui se passe quoi ? Pas de réponse de la part de John. Jennifer va qu'à ses occupations, elle profite de la soirée, et puis 10 minutes plus tard, elle se dit que c'est quand même super bizarre que ni John ni Karen ne soient encore sortis de cette voiture pour les rejoindre à l'intérieur, donc elle retourne à la fenêtre, elle regarde, et elle remarque que la voiture est toujours là, elle n'a pas bougé, mais il y a aussi toujours le contact, et les phares sont toujours allumés. Donc elle comprend pas très bien ce qui se passe, et elle renvoie un message à John par SMS en se disant peut-être ils savent pas trop où se garer, en lui disant qu'il peut se garer juste derrière sa voiture à elle, dans l'allée. Toujours pas de réponse de la part de John. Environ 5 minutes plus tard, il est à peu près minuit 45 à ce moment-là, Jennifer retourne à la fenêtre, elle voit que la voiture est toujours là, elle comprend pas du tout ce qui se passe et pourquoi ni John ni Karen n'en sortent, donc elle renvoie un SMS en disant à nouveau simplement « Hello », et à nouveau, elle n'a pas de réponse, elle voit personne sortir de la voiture. En revanche, cette fois-ci, la voiture se met à bouger et elle s'en va. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Eh bien, a priori, Karen vient de déposer John, qui lui voulait aller à cette soirée, et elle a décidé de rentrer se coucher. C'est ce qu'elle fait, Karen repart non pas chez elle, mais chez John, pour éviter que la nièce de John ne soit toute seule toute la nuit. Elle va se coucher, et vers 4h du matin, elle se réveille en sursaut, elle tape à côté d'elle, et elle se rend compte que John O'Keefe n'est pas là. Karen commence à s'inquiéter assez rapidement parce que, je vous le rappelle, il y a une tempête de neige qui est particulièrement violente qui a été annoncée. La tempête, elle a déjà commencé, il neige à foison, et elle est pas très rassurée, Karen, à l'idée de se dire que son copain est pas rentré, elle sait pas où il est, elle pensait qu'il allait la rejoindre dans la nuit, il est quand même assez tard, c'est pas normal qu'il soit pas là. Comme elle est très inquiète, Karen va tenter de l'appeler à plusieurs reprises, elle va lui envoyer des SMS aussi, en vain, elle n'obtient aucune réponse. Elle est tellement inquiète en réalité, Karen Reed, qu'elle commence à rentrer dans une espèce d'état de panique et elle va aller réveiller la nièce de John en lui demandant d'appeler Jennifer McCabe pour savoir un peu si peut-être elle l'a vu à la soirée, si tout simplement il est peut-être resté dormir chez les Albert, voilà, avoir un peu une information. Et elle-même, Karen, ne se sent pas en état d'appeler parce que elle est, je vous l'ai dit, en panique totale. Et c'est donc l'adolescente qui passe ce coup de fil à Jennifer McCabe à 4h53 du matin précisément, ce samedi 29 janvier 2022. Mais Jennifer, elle est extrêmement étonnée de cet appel, parce que ce qu'elle va expliquer à la jeune fille, c'est qu'elle n'a pas vu John depuis le bar, depuis le Waterfall Bar and Grill.
elle ne l'a jamais revu. John n'est pas rentré dans la maison des Albert. L'état de Karen Reed empire, elle est dans un état d'angoisse et de panique intense, et elle dit à Jennifer qu'elle va retourner voir dans les 2 bars où ils étaient la veille, parce que peut-être que John y est retourné, et peut-être que même si les bars étaient fermés, dans certaines circonstances exceptionnelles comme une tempête de neige, ils rouvrent leurs portes pour les gens qui traînent dehors. Bon, elle sait pas trop, mais il faut qu'elle soit dans l'action et qu'elle fasse quelque chose. Mais avant de faire ça, quelques minutes après avoir appelé Jennifer McCabe, Karen va quand même appeler quelqu'un d'autre, elle appelle une autre femme qui s'appelle Kerry Roberts. Kerry Roberts n'était pas présente à la soirée la veille, elle n'était là dans aucun des 2 bars ni chez la famille Albert, mais c'est une bonne amie de John et puis surtout elle habite juste à côté, donc Karen elle se dit que peut-être que elle a eu des nouvelles de John, peut-être même qu'il allait dormir chez elle pour X raisons, mais Kerry non plus, elle a pas vu John et elle non plus, elle a pas de nouvelles de lui. Cet appel de Karen très tôt le matin comme ça, dans un état d'angoisse et de panique intense, Kerry Roberts ça va l'inquiéter, donc elle va, appeler tous les hôpitaux de la région pour savoir si peut-être quelqu'un correspondant à la description de John O'Keefe a été admis pendant la nuit, on sait jamais, peut-être qu'il a eu un accident, je vous l'ai dit, il avait bu beaucoup, donc peut-être qu'il a pu être coincé quelque part par la neige ou que sais-je, et donc être admis dans un hôpital sans avoir de pièce d'identité. Donc elle appelle tous ces hôpitaux, mais il n'y a aucune trace de John O'Keefe. Karen, elle est complètement paniquée, c'est absolument pas normal que John ne soit pas rentré, c'est pas du tout dans ses habitudes, donc elle se dit que forcément quelque chose est arrivé et qu'il y a eu un problème, donc elle se précipite dans sa voiture pour retourner dans les bars, comme elle l'a dit à Jennifer McCabe, et elle est tellement paniquée que en reculant dans le garage, on le voit sur les caméras de surveillance, elle tape dans le véhicule de John, elle rentre dans sa voiture à lui. Un des premiers trucs qui vient à l'esprit de Karen à ce moment-là, c'est que John, peut-être qu'en étant alcoolisé, il a essayé de rentrer à pied et que peut-être, vu qu'il y a la tempête de neige et beaucoup de déneigeuses, peut-être qu'il y a une déneigeuse qui ne l'a pas remarqué et qui l'a plus ou moins renversé. Donc elle regarde partout pour essayer de voir si peut-être elle le voit pas sur le bord de la route. Elle se dit que peut-être il est resté inconscient quelque part, mais elle voit rien. Et puis accessoirement, à ce moment-là, la tempête de neige, elle bat vraiment son plein, la visibilité est très 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 faible, donc elle est obligée d'avancer extrêmement lentement et on voit pas grand-chose. Karen fait donc le tour de Canton, elle repasse devant les bars où ils étaient la veille, et après 20 minutes à chercher John sans aucun succès, Karen se rend chez Jennifer McCabe, où elle retrouve aussi Kerry Roberts, qui a été alertée par l'appel de Karen, et qui du coup a décidé de les rejoindre pour participer à la recherche de John. Jennifer et Kerry diront plus tard que Karen, à ce moment-là, était dans un état de panique tellement élevé, elle était dans un état proche de l'hystérie, elle répète des choses qui n'ont pas de sens, et elle fait des propositions sans queue ni tête, donc c'est elles qui vont prendre le relais pour décider de ce qu'elles font ensuite. Le premier truc qu'elles vont faire, c'est toutes les 3 retourner à l'appartement de John O'Keefe, déjà pour redéposer la voiture de Karen et être toutes les 3 dans la même voiture, mais aussi parce que elles se disent que peut-être en attendant, John est tout simplement rentré, donc elles veulent quand même aller faire le tour de l'appart et vérifier qu'elles vont pas partir dans la tempête de neige pour rien du tout, parce que peut-être qu'entre-temps, il est revenu. Donc à ce moment-là, elles ont 2 voitures, la voiture de Karen et la voiture de Kerry, puisqu'elles sont chez Jennifer. Jennifer va conduire la voiture de Karen pour retourner chez John O'Keefe, parce que je vous l'ai dit, Karen est dans un état d'hystérie totale, elle est complètement pas dans son état normal, donc je pense que, j'imagine, Jennifer ne se sent pas de lui laisser le volant à ce moment-là, et Kerry Roberts les suit dans son propre véhicule. Et pendant ce trajet, Jennifer McCabe dit que Karen aurait à un moment donné mentionné le fait qu'un de ses feux arrière sur sa voiture était cassé, et elle lui aurait dit « Je lui suis rentrée dedans ?» Est-ce que j'ai pu le taper ? Puis elle aurait répété à plusieurs reprises « je l'ai frappé » en parlant de John. Les 3 femmes arrivent chez John O'Keefe, elles font un tour dans le logement, elles s'aperçoivent qu'il n'est pas rentré, elles vont rester à peu près 10 minutes à ce moment-là chez lui, et puis, comme il n'y est pas, elles décident de repartir à sa recherche. Donc Jennifer, Kerry et Karen remontent en voiture, cette fois-ci elles prennent un seul véhicule pour 3, c'est la voiture de Kerry Roberts, donc c'est elle qui conduit, et Karen qui est installée à l'arrière du véhicule, elle envoie des messages à tous les amis de John, tous les gens qu'il connaît, tous les gens à qui elle peut penser, pour voir si peut-être quelqu'un l'aurait vu ou si quelqu'un aurait de ses nouvelles, mais personne ne sait où est John O'Keefe.
Puisque la veille en sortant du bar, tout le monde s'est rendu chez Brian et Nicole Albert et que c'est là que Karen a vu John pour la dernière fois, puisque souvenez-vous, elle l'a déposé puisqu'il voulait aller lui à l'after party, eh bien les trois femmes vont décider de simplement retourner à la maison des Albert pour voir si peut-être John y est tout simplement resté dormir. Mais alors qu'elles approchent de la maison, alors que la tempête de neige fait rage, soudainement Karen hurle « Il est là ». La voiture s'arrête, Karen en sort précipitamment et elle se met immédiatement à courir. Jennifer et Kerry, elles sont très surprises parce que même quand elles regardent dans la direction vers laquelle se dirige Karen, elles voient rien du tout, elles ne voient que de la neige. Pourtant, Karen a raison. Là, devant la maison des Albert, à moitié ensevelie sous une couche de neige, se trouve le corps inerte de John O'Keefe. Karen dégage la neige, John a d'importantes griffures au niveau du bras droit, il a aussi des lacérations au niveau du visage ainsi que 2 yeux au beurre noir et il saigne au niveau de la tête. Il n'est pas du tout habillé pour résister à la température extérieure, il porte juste un sweat à capuche, il n'a pas de manteau et il lui manque une de ses chaussures qui a disparu. Son corps est gelé, il montre déjà plus de signes de vie, mais Karen est dans un état toujours de panique, d'hystérie totale. Elle semble pas du tout capable de voir la réalité de ce qui est en train de se passer, et donc elle va tenter de réchauffer son compagnon en se blottissant contre lui. Elle va lui faire un massage cardiaque, elle va essayer de lui faire du bouche à bouche aussi. Tout ça pendant que Jennifer McCabe, de son côté, appelle le 911. Il est alors 6h04. Where are the blankets? I don't see blankets, Terry. 911, what's emergency? Yes, I need someone to come immediately to 34 Fairview Road, Canton, Mass. What's going on? There's a guy unresponsive in the snow. In the snow at 34? He passed out, yes. 34, the Albert resident, yes. I just pulled up and found him. You've got to get here, okay? Okay. What's going on? Is he face down? We just flipped him over. Okay. And who's that in the background? Is that someone related? Okay, that's his girlfriend. His name is John O'Keefe. Okay, how old is he? John is 46 years old. 46. How long has he been outside? I don't know. Is he breathing? A couple of hours. Is he Terry? Is he? I don't know if he's breathing. There are 2 women trying to do his body heat, and they're hysterical. Is he breathing, you guys? It doesn't seem to be breathing. Is there any bleeding or anything? Maybe he hit his head out? Yes, possibly. There seems to be bleeding in the face. Okay, bleeding from the face. All right. Yes. Well, I think she's passed away. And one of the women is doing CPR. All right, if she's doing CPR, just let me, just give us a call back if he becomes responsive, all right? But we're on the way. Okay, thank you. Une ambulance arrive, ils prennent en charge John assez rapidement pour l'emmener à l'hôpital et essayer de voir s'ils peuvent tenter de lui sauver la vie. Et Karen, à ce moment-là, par tous les secouristes présents, elle est décrite comme dans un état de panique, dans un état d'hystérie, un état de choc extrêmement intense. Il y a quand même quelques personnes qui diront plus tard, parmi les pompiers présents, parmi les secouristes, qu'ils ont entendu Karen à ce moment-là répéter « Je l'ai frappé, je l'ai frappé, je l'ai frappé ». Et il y a en particulier une femme pompier qui dira plus tard à la police qu'à ce moment-là, elle aurait entendu Karen dire qu'elle avait percuté John avec sa voiture. Pendant que les secours transportent John à l'hôpital, Karen, elle essaye de joindre son père parce qu'elle a besoin de soutien. Il ne répond pas et elle lui envoie un texto en lui disant « John est mort, je crois, je ne veux plus vivre ». Et quand il voit ce message, le père de Karen, il est super inquiet évidemment. Il a peur que sa fille se fasse du mal, donc il appelle la police et Karen va être transportée elle aussi à l'hôpital. Elle est placée en unité de soins psychiatriques parce qu'elle est dans un tel état que, en fait, les secours sont obligés de lui filer des calmants parce que elle est en état de choc total et c'est ce qui sera décrit par les secours plus tard. Elle arrive à l'hôpital dans un état qui est finalement pas délirant pour quelqu'un qui vient de trouver son compagnon mort dans la neige, un état de choc intense. De son côté, John O'Keefe aussi est arrivé à l'hôpital. Les médecins ont tout tenté pour le ranimer, mais il est malheureusement déclaré mort à 7h50. Vers midi, Karen, qui est désormais beaucoup plus calme, est autorisée à sortir de l'hôpital. C'est son père qui vient la chercher. Il l'emmène chez John puisque c'est là qu'elle a ses affaires, c'est là qu'elle a sa voiture. Et il retrouve là-bas les parents de John, sa nièce, son neveu et aussi Paul, le petit frère de John.
Karen Reed dira plus tard qu'en arrivant dans cet appartement, elle a senti une espèce de distance, de froideur de la part de la famille de John avec elle, et notamment de la part de la mère de John, et elle a eu un ressenti comme si la mère de John la tenait pour responsable de la mort de son fils. Est-ce que c'est le cas ou pas? Je sais pas, évidemment, mais ce qui est sûr, c'est qu'en sortant de cet appartement après avoir récupéré ses affaires, Karen Reed décide de prendre un avocat. Et ça, c'est une action qui ne va pas du tout plaire à la famille de John, et qui va leur apparaître comme étant quelque chose d'extrêmement suspect. Mais en réalité, Karen Reed, elle a bien fait de prendre un avocat très rapidement, parce que la police la soupçonne immédiatement d'être impliquée dans la mort de son compagnon. Puisque John était policier, qu'il a été retrouvé devant la maison d'un autre policier, qui lui-même a un de ses frères qui est policier, vous avez compris, globalement il y a beaucoup de policiers qui sont impliqués dans cette histoire, pour éviter tout conflit d'intérêts, assez rapidement l'enquête va être confiée à la police d'État, qui n'est pas normalement celle qui devrait s'en charger, mais voilà, vous avez compris ici pourquoi, c'est cette police-là qui prend le relais. Et donc l'enquête est confiée assez rapidement à un officier de cette police d'État qui s'appelle Michael Proctor. Retenez bien ce nom parce que vous allez voir que c'est un personnage central dans toute cette histoire et il va avoir une importance énorme au cours du procès. Compte tenu du témoignage de Jennifer McCabe qui dit qu'elle a entendu Karen répéter « je l'ai frappé, je l'ai frappé, je l'ai frappé », de la pompière qui dit également qu'elle a entendu ça et que Karen a dit aussi qu'elle avait heurté, percuté John avec sa voiture, mais aussi parce que, dans ces cas-là, on va pas se leurrer, c'est quand même très souvent le conjoint qui est responsable du décès de son partenaire. Pour la police d'État, assez rapidement, c'est très clair que Karen est la suspecte numéro 1. Il faut que la police se dépêche aussi d'analyser cette scène de crime. Ils vont vite, très vite, trop vite peut-être. Ils sont obligés d'accélérer parce que, vous vous rappelez, il neige. On est en pleine tempête de neige à ce moment-là, quand ils commencent l'enquête dès le 29 janvier. Donc la scène de crime, elle est déjà abîmée par la neige qui est tombée. D'un côté, ils sont obligés d'attendre que la neige fonde pour avoir vraiment accès à la scène de crime. En même temps, peut-être qu'il y a aussi des éléments qui vont être, je sais pas, ça pourrait être des empreintes de pas par exemple, qui seraient que dans la neige et qui vont disparaître quand la neige aura fondu. Donc ils sont coincés en fait par la météo et donc ils sont obligés d'aller relativement vite à cause de cette tempête de neige, à cause des rafales de vent aussi qui peuvent emporter des preuves. Et puis aussi parce qu'il y a que des déneigeuses qui sont autorisées à circuler pendant ce week-end-là dans cette ville de Canton. Et les déneigeuses, forcément elles passent dans les rues, elles aplatissent la neige et là encore peut-être qu'elles vont effacer des choses qui pourront être utiles dans le cadre de cette affaire. Donc c'est une espèce de course contre la montre qui commence pour les autorités et une enquête qui s'annonce très particulière à cause de ces conditions météorologiques. Dans la neige, là où se trouvait le corps de John O'Keefe, la police retrouve un verre à cocktail qui est cassé, et ça c'est plutôt cohérent puisque on se rappelle que sur les images de surveillance du bar, on voyait John sortir avec un verre à cocktail à la main, donc c'est probablement tout simplement ce verre-là qui est à côté de lui. Bien évidemment, en parallèle du travail de terrain des policiers, il y a une autopsie qui est réalisée 2 jours plus tard sur le corps de John O'Keefe, le 31 janvier 2022, et ce que va conclure le légiste, c'est que John, en fait, il a reçu un coup à la tête, ça l'a assommé, et en fait, il est décédé d'un mélange d'hypothermie, c'est-à-dire qu'il est mort de froid, puisque les températures étaient en dessous de 0 cette nuit-là, et qu'il n'était pas du tout habillé, je vous l'ai dit, il avait pas de manteau pour supporter ces températures, et il a aussi perdu beaucoup de sang. Donc ce serait un mélange des deux en fait, de cette blessure à la tête et de l'hypothermie qui malheureusement aurait causé son décès. De son côté, la police va interroger assez rapidement Karen, qui séjourne chez ses parents parce que elle est toujours en état de choc, elle se sent pas de rester toute seule. Et Karen, elle se montre très coopérative, très transparente. Elle ne cache rien, ou en tout cas, elle ne semble rien cacher à la police. Elle dit même qu'avec John, le 28 au matin, donc le jour du décès de John, ils se sont disputés tous les deux. Elle leur dit que oui, ils avaient bu quand même pas mal le soir du 28 dans ces 2 bars. Voilà, elle répond à toutes les questions et elle ne semble rien cacher du tout. Et à la fin de cet entretien, les policiers qui ont remarqué en arrivant que la voiture de Karen avait un phare à l'arrière qui était cassé, vont saisir sa voiture pour l'analyser. Ça les intéresse particulièrement cette histoire de phare cassé parce que, à l'endroit où le corps de John a été retrouvé, devant la maison de la famille Albert, la police a aussi retrouvé des morceaux de phare appartenant à une voiture. La voiture ainsi que les morceaux de phare retrouvés vont donc être analysés et après examen, ce qu'il ressort c'est que ce sont bien des morceaux de phare de la voiture de Karen Reed.
Et puis sur la voiture de Karen, à côté du phare qui a été brisé, la police retrouve aussi un cheveu qui est collé à la carrosserie, cheveu qui sera plus tard analysé et identifié comme étant bien celui de John O'Keefe. Donc assez rapidement pour les forces de l'ordre, ça devient assez évident, assez clair ce qui s'est passé ce soir-là. Oui, ce soir-là, John et Karen y passent une bonne soirée, oui, ils ont l'air amoureux, ils font aussi certainement un peu semblant devant leurs amis, mais quand ils quittent le bar et qu'ils se dirigent dans la direction de la maison des Albert ce soir-là, John et Karen se sont probablement disputés. Une dispute qui était toujours en cours quand ils sont arrivés devant la maison et qui s'est poursuivie pendant de longues minutes, et ça explique selon la police pourquoi Jennifer McCabe a vu cette voiture qui ne bougeait pas avec le contact qui était mis, tout simplement parce que John et Karen étaient en train de s'engueuler à l'intérieur. Puis John décide de sortir du véhicule, c'est ce qu'il fait, et Karen, dans un excès de rage, et puis sous l'influence de l'alcool, n'oublions pas qu'elle a elle aussi beaucoup bu ce soir-là, elle a voulu s'en aller précipitamment, et ce faisant, elle a heurté son compagnon avec son véhicule, sans vraiment trop réaliser ce qui se passait, parce qu'elle était un peu dans les vapes, donc elle n'a pas bien compris qu'elle venait de heurter John. Lui, il est tombé, sa tête, elle a frappé le sol, il ne neigeait pas encore à ce moment-là, ça lui a fait un coup au niveau de la tête, et il est resté inconscient dans le froid, et c'est comme ça qu'il est décédé. Et c'est donc en se basant sur cette théorie que le 1er février 2022, soit seulement 3 jours après le décès de John, la police arrête Karen Read pour homicide involontaire. Assez rapidement, il y a une caution qui est fixée à $50 000 pour Karen, elle la paye et elle ressort de prison. Mais l'enquête n'est pas finie pour autant. La police, elle a une théorie, mais elle continue à aller interroger des gens, à essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, et plus ça va, plus la police découvre de nouveaux éléments, des preuves qui leur font penser que finalement, c'était peut-être pas un accident si Karen a tué John. Alors le 10 juin 2022, les charges contre Karen vont être modifiées et elle est inculpée pour cette fois-ci meurtre sans préméditation, homicide involontaire sous l'influence de l'alcool et délit de fuite après un accident mortel. Elle a une nouvelle caution qui est fixée cette fois-ci à $100 000 et là encore, Karen est en capacité de payer sa caution et donc elle ressort de prison. Alors voilà, comme je l'ai dit dans l'intro, ça a l'air d'être une affaire banale, simple, et il paraît évident que Karen Read elle est coupable, même si elle maintient son innocence. Quand on voit les preuves comme ça, on se dit que c'est sûr qu'elle est coupable. Mais si c'est bien ce qui s'est passé au cours de cette nuit glacée de janvier, alors pourquoi est-ce que le téléphone de John O'Keefe a enregistré une activité indiquant qu'il avait marché 60 mètres puis monté 3 étages après que Karen l'ait déposé à la maison de Brian Albert? Cette nuit-là, chez les Albert, il y avait énormément de monde qui était présent, et donc évidemment il y a des invités qui ont quitté la soirée, qui ont quitté la maison au fur et à mesure de la nuit pour rentrer chez eux, et il y en a certains qui sont partis avant que la neige ne commence à tomber, donc ils auraient dû voir John si John était allongé par terre, si Karen l'avait heurté, ils auraient dû voir son corps devant la maison. Alors pourquoi est-ce qu'ils disent tous qu'ils l'ont pas vu ? D'ailleurs, pour que Karen, elle heurte John au niveau du visage avec sa voiture, ce qui expliquerait les lacérations, les yeux au beurre noir, etc., il aurait fallu que John y soit penché ou accroupi. Et a priori, c'était pas le cas. Et puis quand bien même, si c'est ça qui s'est passé, d'où elles viennent ces blessures, ces multiples lacérations au niveau du bras droit de John ? Pour éviter tout conflit d'intérêts, l'enquête elle a été confiée à la police d'État, vous vous souvenez ? Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle a été confiée à Michael Proctor, un ami proche de Brian Albert, qui n'a étudié absolument aucune autre piste, de toute façon il n'a pas eu le temps, puisqu'il a arrêté Karen seulement 3 jours après le décès de John. Et puis pourquoi est-ce qu'à 2h27 du matin, Jennifer McCabe elle a fait une recherche sur son téléphone portable pour savoir combien de temps ça prend de mourir dans le froid? Et puis en même temps, on peut se demander ce qui a poussé la justice à changer les charges contre Karen Read. Pourquoi est-ce qu'au départ il pensait que c'était un accident, et finalement il l'inculpe pour meurtre? Il faudra attendre 2 ans pour que le procès de Karen Read commence et apporte enfin des réponses à toutes ces questions. Enfin des réponses. Comme toujours, évidemment, la police et l'accusation ont une histoire, la défense en a une autre, mais vous allez voir que rarement dans un procès, autant d'éléments de preuve ont pu être sujets à des interprétations à ce point différentes. Comme d'habitude, au cours des prochaines semaines, je vais vous partager la théorie de l'accusation, puis la théorie de la défense, pour vous permettre de revivre ce procès et de vous faire votre propre opinion sur la culpabilité ou non de Karen Read. Préparez-vous à douter de tout et on se retrouve la semaine prochaine pour le début de ce procès hors norme. Je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous dis à bientôt. Baby, you should know you're never safe when you play these games.
ways you get replaced. Baby, you should know you're never safe.